Avant de commencer cet épisode, je voulais vous remercier du fond du cœur. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Regarder l'invisible. Si cet épisode vous plaît, je vous invite à le partager au maximum et surtout à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. Le chaman, c'est son rôle, c'est d'établir des liens entre le monde visible et le monde invisible. Et il y a une réalité invisible avec des esprits, les esprits des défunts, l'esprit des rivières, l'esprit... Et les chamans sont des interprètes. Donc on a tous des habilités chamaniques. Par contre, tout le monde ne peut pas communiquer avec les cryptos. Qui peut nous dire qu'on est chaman ? On ne s'auto-proclame jamais chaman, ça n'existe pas. Je me sens dépassée quand j'entends des chiffres comme 60-70% de la biodiversité qui a disparu, qui s'écroule. On est à la fin d'un cycle, c'est vraiment l'effondrement d'un système. Plus on va devenir sensible, plus on va percevoir des présences, des entités, des esprits, que ce soit des esprits de défunts, des esprits de lieux, partout où on va, on le sent d'ailleurs, c'est très intéressant. Le tambour va nous aider à rentrer en lien avec différents règnes. Le chamanisme parle des trois mondes, les mondes du bas, les mondes du haut, les mondes du milieu. Est-ce que tu crois en une force qui régit l'univers ? Et si oui, comment est-ce que tu la définirais ? On est déjà immortel, notre âme est déjà immortelle. Le monde ne manque pas de merveilles, il manque d'émerveillement, de capacité à nous émerveiller. Si aujourd'hui était le dernier jour, qu'est-ce que je changerais ? Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Arnaud Rioux. Arnaud Rioux est l'une des grandes figures de la spiritualité contemporaine francophone. Auteur, enseignant, conférencier, il explore depuis plus de 20 ans la conscience humaine et les sagesses ancestrales en tissant des ponts entre traditions anciennes et monde moderne. À l'origine, Arnaud Rioux était chef d'entreprise, une vie rationnelle, structurée, performante et puis, un jour, il choisit de tout quitter pour répondre à un appel intérieur plus vaste. Ce basculement marque le début d'un long chemin d'exploration spirituelle. Son livre, Réveiller le chaman qui est en vous, rencontre un immense succès et accompagne des centaines de milliers de lecteurs. À travers ses ouvrages, dont La prophétie de l'aigle et du condor, il interroge un mot aujourd'hui galvaudé, chaman. On vit une époque étrange où les incertitudes s'effondrent et où l'invisible revient frapper à la porte. Mais que recouvre vraiment ce mot ? Une fonction ancestrale précise ou une projection contemporaine de nos manques ? Un chemin de responsabilité ou une fuite face à la peur ? Arnaud Rioux a parcouru le monde, rencontré de nombreux peuples premiers, chamans, lamas et guides spirituels. Sa parole est claire, incarnée, jamais dogmatique. Il ne promet pas l'éveil, il invite chacun à retrouver son propre pouvoir. Un passeur essentiel pour regarder l'invisible. Arnaud Rioux, bienvenue. Bonjour. C'est un plaisir de t'accueillir sur Regarder l'invisible. Je partager. Je vais commencer en racontant une toute petite anecdote. J'ai eu la chance et la joie d'aller découvrir le spectacle de Natacha Calestremi avec toi. Et après le spectacle, à la petite soirée qu'il y avait ensuite, puisque c'était la dernière, j'ai vu des dizaines de personnes t'approcher et te remercier. À ton avis, pourquoi ? Si je le savais, parce que sincèrement, je suis toujours surpris quand je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent merci. Ah bah ça y est, tu m'émeus déjà. Mais je suis toujours surpris de voir que les gens me remercient, que ce soit en direct ou que ce soit dans des messages, parce que j'ai pas l'impression de faire grande chose, si ce n'est de faire le miroir pour renvoyer aux gens ce qu'ils sont vraiment. Et peut-être je vois les gens des fois plus beaux qu'ils ne se voient eux-mêmes, et quand ils se voient à travers mes écrits ou à travers mes conférences ils entendent parler de ce qu'est l'être humain dans sa beauté, et je crois que c'est de ça qu'ils me remercient en fait, c'est de voir la beauté chez eux. Moi je vois la beauté chez chacun, je vois la beauté dans ce monde, je vois même la beauté dans cette période qu'on vit. Pourtant Dieu sait si on répète c'est une période difficile, c'est une période chaotique. Oui, c'est une période chaotique, mais c'est une période magnifique qu'on vit, qui est très précieuse et qui nous demande d'incarner pleinement notre humanité dans tout ce que ça a de vrai. Donc le mot chaman, c'est un peu un mot valise qu'on entend de plus en plus. On a du mal à savoir en fait ce que ça veut dire. Est-ce que toi, tu peux nous définir ce mot ? Je commence à pouvoir le définir un peu maintenant, mais quand j'ai écrit ce livre, Réveiller le chaman qui est en vous, ce qui est drôle, c'est que j'avais pas du tout prévu d'écrire ce livre, j'étais sur d'autres projets, et un jour mon éditrice, on déjeune ensemble, et elle me dit, ça serait bien que tu écrives sur le chamanisme, sur tes pratiques. Je dis non, le chamanisme c'est trop difficile à transmettre, c'est trop complexe, en Europe on comprend pas ce que c'est, puis c'est en plus une tradition orale, c'est pas une tradition écrite. Donc elle me dit, oui, mais dans toutes tes pratiques, ça serait bien de les partager. Je dis non, parce que j'ai pas envie qu'on dise, Arnaud c'est un chaman, etc. Ou alors, c'est pour inviter chacun à réveiller le chaman qui est en lui.
Et elle me dit: «Super, tu as déjà trouvé ton titre, quelle est la suite?» Et je suis parti de ça, en fait, réveiller le chaman qui est en vous. En Depuis tout à l'heure, je dis révéler le chaman qui est en vous. Bon, Ouais, mais ça marche ça aussi marche aussi. et c'est vraiment, je me suis, vraiment interrogé en me disant: «Je sais que je prends des risques en parlant de ça», parce que quand j'ai sorti le livre, on n'en parlait pas tant que ça, ou alors on parlait c'est les anthropologues qui parlaient du chamanisme en disant: «Voilà, en Arizona, en Amazonie, en Mongolie, il y a des chamans» et nous, on regarde ça comme des spectateurs et donc ça fait un monde un peu spirituel avec, qu'on va mettre sur un piédestal et puis nous, la société consommatrice, les occidentaux qui comprennent rien à tout ça, qui regardent ça. Et ça m'allait pas. Parce qu'on est dans un monde justement où on se rencontre. Quand j'étais dernièrement dans le fin fond de l'Afrique ou au Kenya ou en Amazonie, régulièrement, on voit qu'on communique les uns avec les autres. Ils ont souvent un portable, ils ont souvent... Donc on n'est plus dans des mondes séparés comme ça. On est dans des mondes où on a besoin de se comprendre. Et le chamanisme, ça existe depuis 80 000 ans, ça existe sur les 5 continents. C'est difficile de parler du chamanisme parce qu'il y a des chamanismes et la façon dont les chamans mongols incorporent n'a rien à voir avec la façon dont les chamans d'Amazonie prennent des plantes ou la façon dont nous, nos ancêtres, parce qu'on a une très forte tradition druidique et chamanique, nous on a aussi notre chamanisme qui a été coupé pendant toute la période de la chrétienté, pendant 13 siècles à peu près ça a été coupé, mais on a tous cette essence qui nous permet, puisque le chaman c'est son rôle, c'est d'établir des liens entre le monde visible et le monde invisible. Voilà, il y a une réalité tangible ici, on est là face à un micro, et il y a une réalité invisible avec des esprits, les esprits des défunts, l'esprit des rivières, l'esprit... Et les chamans sont des interprètes, ils tissent des liens pour qu'on réussisse à communiquer avec des mondes que souvent on comprend pas, dont souvent on doute même, on se demande même si ça existe, et donc le rôle du chaman, c'est de faire l'interprète en fait, donc je suis un peu comme un interprète. Donc, si je résume, un chaman fait le lien entre le visible et l'invisible. Un cartésien, tu lui dirais quoi à propos de l'invisible? Comment tu pourrais lui expliquer ce que c'est que l'invisible? Bah, je vais lui demander déjà s'il se sent vraiment cartésien, ou s'il se sent matérialiste, ou s'il se sent pragmatique, ou s'il se sent scientifique, parce que ça n'a rien à voir. Un cartésien, c'est quelqu'un qui étudie la pensée de Descartes et qui est fidèle à la pensée de Descartes. Encore faut-il l'avoir étudiée et l'avoir comprise. Un matérialiste, c'est quelqu'un qui ne croit que dans la réalité de la matière. Et de ça, on peut discuter, par exemple. On ne croit que la réalité de la matière. Moi, je ne crois que ce que je vois. Hein, par exemple, ça c'est une phrase qu'on répète souvent, je ne crois que ce que je vois, d'accord, mais là dans cette pièce il y a des ondes, il y a des ultraviolets, il y a des infrarouges, il y a des UV, on voit à peu près, nous avec nos yeux physiques, on voit à peu près 1% de toutes les ondes qui existent. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, sinon on ne pourrait pas parler, il y a des micros sans fil, il y a beaucoup, quand on met certaines lunettes, on va pouvoir voir les infrarouges, on va pouvoir voir d'autres rayons, les rayons gamma, les rayons X, et c'est pas parce qu'on les voit pas que ça n'existe pas. Et ça, c'est la première chose, nous, à admettre, c'est pas parce que on le voit pas que ça n'existe pas. C'est pas parce qu'on l'entend pas que ça n'existe pas. Notre spectre de ce qu'on voit, il est comme ça, peut-être. Le spectre du cheval, il est comme ça. Le spectre du chien, il est comme ça. La chauve-souris, elle est comme ça. Et la licorne, elle est comme ça. Donc, on a tous un spectre différent. Et ça, c'est la première chose, c'est se dire qu'est-ce qui fait, c'est souvent pour se rassurer, qu'on ne veut croire que ce qu'on voit. Et donc, que ce qu'on peut contrôler, parce qu'à partir du moment où on accepte qu'il y a toute une réalité qui nous dépasse, bah, ça veut dire qu'il faut faire confiance à quelque chose de plus grand que nous. Et ça fout la trouille, quoi. Mais donc un chaman, il fait le lien entre le visible et l'invisible. Donc l'invisible, pour le coup, on ne parle pas de 5G, on ne parle pas d'ultraviolet, on parle d'esprit, Ouais. on parle de... Est-ce que tu peux nous expliquer ça de manière plus précise, de manière plus concrète? Bah, aujourd'hui, dans notre société, on est tellement matérialiste qu'on considère quand on dit je suis d'accord, je suis pas d'accord, on parle de notre corps physique, on parle de notre personnalité et souvent ça s'arrête là. Et bien évidemment, pour les chamans, notre réalité est tellement plus vaste, notre âme est tellement plus grande. Et c'est ça que je trouve magnifique. C'est quand on prend le temps de sentir, pas de discuter pour dire je suis d'accord, je suis pas d'accord, mais quand on prend le temps de sentir, de faire des expériences,
expérience. Moi, quand j'emmène les gens en forêt, en silence pendant une journée, à la fin de la journée, ils pensent plus du tout la même chose, ils pensent plus du tout pareil. Et c'est pas une histoire d'enchaîner des arguments. Celui qui ne croit pas, je prends par exemple la vie après la mort, voilà. Celui qui croit pas en la vie après la mort, on peut lui amener des témoignages, on peut lui amener des expériences qui sont faites de NDE, des expériences faites dans les hôpitaux. S'il n'y croit pas, il voudra pas y croire. Voilà. Moi, si je crois pas, par exemple, si j'ai jamais regardé un microscope et que je veux pas croire aux microbes, dire quoi? Alors, il y a des petites bêtes en nous et c'est elles qui font la vie. Dans notre estomac, il y aurait quoi? Tu dis des microbes qui sont là. Moi, j'y crois pas. Et si je veux pas y croire, on peut m'amener toutes les preuves possibles. Donc, c'est pas une histoire de preuves, c'est une histoire de conviction interne. Moi, depuis que je suis enfant, j'ai la conviction, la certitude que notre vie dépasse nos personnalités, qu'on a quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste. Et du coup, ça donne tellement plus de couleur à ma vie, tellement plus de sens. Voilà, donc ça anime. Mais au départ, c'est une conviction. C'est pas celui qui veut pas être d'accord. C'est pour ça que le chaman fait généralement pas tellement d'efforts pour convaincre qui que ce soit. Celui qui veut pas aujourd'hui, il y a des gens qui croient que la Terre est plate, tant mieux pour eux. On peut parler pendant des heures. Il y a des gens qui croient qu'elle est ronde. Il y a des gens les extraterrestres, certains y croient, d'autres n'y croient pas. Et on peut multiplier les arguments. Ceux qui ne veulent pas y croire, ça ne sert à rien de chercher à les convaincre. C'est du temps perdu. Si tu écris réveiller le chaman qui est en vous, ça veut dire que tu penses qu'on a tous des habilités chamaniques ou Oui. une capacité à communiquer? Sans aucun doute, sans aucun doute. Et tu vois, dernièrement, je faisais une conférence à Bordeaux, 600 personnes dans la salle, et je pose la question simplement. Je voudrais savoir qui a perdu un proche dans les 3 ans passés et qui a ressenti des appels, un signal, quelque chose, un message de ce proche. Une grande partie, 20% de la salle lève la main. Je voudrais savoir qui a fait un rêve prémonitoire, mais vraiment, je rêve de quelque chose, le lendemain ça arrive, ou je rêve qu'une personne va avoir un accident, elle a un accident, la personne lève la main. Je voudrais savoir qui a fait... Combien de pourcents? Là, une quinzaine, 20%. Je voudrais savoir qui a vécu une vraie synchronicité, c'est-à-dire je parle de « Ah, ça serait bien que Jérôme, clac », puis quelqu'un arrive en disant « Bonjour, je m'appelle Jérôme », une synchronicité, qui n'est pas un hasard, qui n'est pas une coïncidence, c'est vraiment une synchronicité. Hop, d'autres lèvent la main. Qui a fait l'expérience d'une guérison énergétique par la pensée, encore d'autres personnes. Puis après, je dis qui n'a pas levé la main du tout? Personne. Sur 600 personnes, personne. C'est-à-dire qu'on a tous fait l'expérience. Les expériences de contact avec les défunts, on estime que c'est entre un tiers et un quart des personnes qui ont fait cette expérience quand elles ont perdu un proche, et ça va jusqu'à une personne sur 2 quand il s'agit d'un mari, d'une femme ou d'un enfant. Mais si je veux débattre, je pourrais te dire, d'abord, c'est ton public, donc c'est un public qui est déjà sensible à ces sujets et qui croit. Ensuite, dans les liens avec les défunts, les gens qui sont morts, on peut aussi se dire que c'est une fabrication mentale de son esprit pour se rassurer. Pour se rassurer Bien sûr. c'est une manière de gérer son deuil. Mais moi, je cherche pas à convaincre qui que ce soit. C'est-à-dire, celui qui veut pas croire qu'il y a une vie après la mort, par exemple, c'est OK pour moi, c'est OK pour lui, qu'il vive sa vie comme ça. Ça ne l'empêchera pas d'avoir une belle vie, peut-être. Le tout, c'est de trouver qu'est-ce qui nous permet vraiment d'être heureux sur cette terre. Les discussions qu'on va avoir pour chercher à convaincre, ça n'a aucun sens. Moi, je vais pas du tout là-dedans. Moi, je cherche une cohérence. Et comme je suis quelqu'un de curieux, je suis pas scientifique, mais j'ai un esprit scientifique. J'aime bien comprendre. Donc, quand je vais, par exemple, au Tibet et qu'on me présente un Rinpoché, qu'on me présente ce qu'on appelle un tulku. Un tulku, c'est un être dont on a retrouvé la réincarnation précédente. Mais on ne l'a pas retrouvé comme ça, un truc. C'est-à-dire qu'il y a des expériences qui sont faites. On va présenter, par exemple, parmi 7 bols d'offrande qui appartenaient à l'incarnation précédente. Quel est celui de ton incarnation précédente? Et l'enfant de 4 ans, on va dire, c'est celle-là. OK, parmi 7 cloches, on utilise la cloche et le damarou, laquelle était celle de ton incarnation? Celle-là. Parmi 7 damarous, celle-là. Et on voit des enfants de 3 ans qui vont se souvenir, parce qu'il n'y a pas d'autre explication. Moi, si un scientifique m'explique, je suis prêt à écouter, mais il n'y a pas d'autre explication pour qu'un enfant de 3 ans donne en détail des objets qui lui ont appartenu, leurs fonctions, ou récite par cœur des textes
que son incarnation précédente avait appris pendant des années et récitait. Et l'enfant de 3 ans, comme on a des enfants qui vont parler spontanément une langue, j'ai besoin qu'on m'explique, je suis curieux. Si on m'explique ça, que dans le cerveau, il y a des zones, oui, mais il n'y a pas de zones comme ça dans le cerveau. Il y a des zones liées à la mémoire, il n'y a pas des zones comme ça. Donc il n'y a pas d'autre explication. Quand on a des expériences de mort imminente avec des gens qui vivent un accident et qui ont une expérience de mort imminente, et depuis la sortie de ce livre de Moody, ça a ouvert complètement, et on s'est rendu compte que beaucoup de médecins, de chirurgiens, d'anesthésistes recensaient ces expériences. On se rend compte que ça existe. Il y a des gens qui font des expériences et dans un état élargi de conscience vont pouvoir dire, ben voilà, pendant mon opération, alors que la personne est sous anesthésie, avec un masque complet, sous anesthésie, elle va dire, voilà, pendant mon opération, il y a telle personne qui est rentrée dans la pièce, elle portait une étiquette marquée Docteur Jérôme, au rez-de-chaussée, il y a une personne qui a été opérée de l'appendicite, qui avait 12 ans, les parents étaient dans la pièce d'à côté, et donc la conscience a voyagé. Et ça, c'est des dizaines de milliers de témoignages qui sont recensés dans les hôpitaux. À Genève, à Lausanne, il y a des services qui sont dédiés à ça, qui recensent tous ces cas, à tel point qu'on dit il n'est plus question de prendre ça comme une possibilité, il est question d'accompagner ceux qui le vivent. Donc quand il y a ça, une fois qu'on a dit ça, c'est l'histoire du corbeau blanc. Une fois qu'on a vu un corbeau blanc, on ne peut plus dire tous les corbeaux sont noirs. Et là, on a vu plein de corbeaux blancs, donc il faut expliquer d'où ils viennent, et on peut en expliquer. Moi, je suis tout à fait ouvert, je parle régulièrement avec des scientifiques, et quand ils me posent des questions sur les états élargis de conscience, comment un chaman qui vit en Amazonie peut connaître les propriétés de plantes qu'il va trouver en Europe qu'il n'a jamais vues. Comment on peut l'expliquer? Comment un chaman qui vit en Amazonie peut savoir que le curare, qui est un paralysant musculaire, il va le reconnaître parmi une 5000 plantes médecines qui sont en Amazonie, et que pour que ça fonctionne, quand on utilise le curare pour tirer un singe, par exemple, il faut associer ce curare avec 2 autres plantes, une qui ne pousse qu'1 mois par an et une autre qu'il faut faire cuire pendant 24 heures indépendamment des 2 autres. Donc la probabilité, et le chaman lui va dire, c'est cette plante-là, cette plante-ci, cette plante-là. Qu'est-ce qu'on a comme autre explication? C'est quoi l'explication du chaman de savoir justement quelle est la fonction des plantes? La plante me le dit. Et ça, pour nous, dans un premier temps, le matérialiste va dire, mais non, alors là, jusqu'à présent, je suivais, mais la plante parle, c'est pas possible. Ok. Et moi, je pose les choses. Est-ce que les plantes communiquent? Est-ce que les plantes communiquent? Oui. Ça, on le sait, il y a suffisamment de scientifiques, je pense à Ernst Zürcher ou d'autres qui ont fait un travail magnifique de communication. On sait que dans une forêt, si par exemple un arbre est en manque de phosphore ou de magnésium ou de calcium, il va prévenir les autres arbres par les champignons, par le mycélium, par les gaz, c'est l'expérience des koudous qu'on a fait en Afrique, et donc il va prévenir et les autres arbres vont lui envoyer le calcium ou le magnésium. Donc on sait que les arbres communiquent entre eux. On sait que quand il y a un intrus, un prédateur qui va ronger les écorces, tous les arbres vont par exemple générer plus de poison dans les feuilles pour empoisonner les prédateurs. Donc on sait ça, on l'a observé chimiquement dans des laboratoires. Est-ce que nous, en tant qu'humains, on peut capter ces messages? Alors là, on va se dire, ben non, on n'a pas les oreilles pour. Ok, est-ce que c'est le cas de tout le monde? Ben non, les chamans, eux, vont capter ça. J'ai fait venir des chamans d'Amazonie qui sont venus chez moi en Bourgogne. Ils regardaient les plantes et ils me disaient, cette plante, il restait 10 minutes, un quart d'heure à parler, chanter, prier. Ils me disaient, cette plante-là, elle est bonne pour les articulations. Ah, je dis, ouais, il me dit, ça serait bien, c'est que tu la prennes, que tu écrases les racines et que tu la boives, ça serait bien pour tes genoux. Ah, je dis, ouais, ok, mais elle n'existe pas, cette plante en Amazonie. Il me dit, non. Je dis, ah, comment tu le sais? Il me dit, c'est la plante qui me le dit. Donc, naturellement, et ça existe depuis la nuit des temps, tout le pouvoir aujourd'hui, comment on sait que le millepertuis, c'est bon pour le sommeil, que le romarin, c'est bon pour la digestion? Quand on pose la question, comment on le sait? Bah, c'est nos ancêtres qui nous l'ont dit. Bah, je veux bien, mais qui l'a dit aux ancêtres? C'est simple comme question. Et il n'y a pas d'autre explication. Comment on peut le savoir autrement? De se dire, on a fait déduction, annulation, c'est-à-dire on va dans la forêt, on va prendre 10 plantes, tiens, teste celle-ci, ah, t'es empoisonné, c'est pas la bonne. Scientifiquement, ça tient pas la route. Ça marche pas. Donc, faut trouver autre chose. Tu dis que donc on a tous des habilités chamaniques. Ouais. Par contre, tout le monde ne peut pas communiquer avec les Non. Kyuto.
Non. Donc c'est quoi nos habilités à nous, les Occidentaux, quand on est a priori pas dans ces liens si subtils avec, par exemple, le règne végétal ou le règne animal? C'est quoi nos habilités et comment je fais, moi, pour les réveiller? C'est notre sensibilité. C'est notre sensibilité. On a chacun une sensibilité qui est plus ou moins développée. On a chacun une sensibilité à la musique. Quand on écoute, moi quand j'écoute un requiem de Fauré, requiem de Mozart, je pleure, je vibre de partout, ça me touche beaucoup. D'autres vont écouter, oh, ça c'est la musique classique, ça ne me touche pas du tout. C'est la même musique, mais on va pas être touché, on n'est pas câblé pareil. Quand je vois une peinture, quand je vais au musée Rodin, je pleure de beauté devant ça. Quand je vois la vie minérale, animale, végétale, je suis très touché, très sensible à ça. C'est juste des fois on dit, t'es hypersensible. Non, je suis pas hypersensible, je suis sensible. C'est-à-dire que j'utilise mes 3 corps. L'intelligence intellectuelle, l'intelligence du cœur et celle du corps. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on utilise peu l'intelligence du corps, qui, elle sait spontanément. Alors, c'est une question d'entraînement. On peut tous, voilà, moi j'ai 2 sœurs qui sont très douées en dessin, elles prennent un truc, elles savent faire des portraits, elles savent dessiner des chats, des chiens, on les reconnaît très bien. Moi, j'ai aucun talent en dessin. Je pourrais, en passant des heures et des heures, arriver à ce niveau-là. Mais j'ai pas ce talent-là du tout. C'est pas ce qui m'a été donné. J'ai d'autres vocations, d'autres talents, et on a chacun besoin d'identifier notre talent. Et notre sensibilité par rapport au monde de l'invisible, il y a des gens, je suis sûr, dans les gens qui écoutent, qui ont fait beaucoup d'expériences en lien avec l'invisible, qui captent, qui ont une forme de prémonition, qui rentrent dans une pièce et tout de suite vont sentir, vont se dire, il s'est passé quelque chose dans cette pièce. Je le sens pas. Et d'autres qui vont se dire, bon non, moi je sens rien du tout, ça sent un peu le camembert, c'est tout. Ils vont rien sentir. Mais ça veut simplement dire qu'on n'a pas les mêmes corps physiques. Il y en a qui sont capables de courir le marathon. Moi, je m'essouffle vite, c'est pas mon truc. Mais certains, pourtant, on a le même corps physique, hein, l'estomac, des reins, et la sensibilité, c'est pareil. Et ensuite, c'est un travail. Et pour moi, ça vient beaucoup du karma, c'est-à-dire que quand on vient sur cette terre, on a des talents à développer. Talent d'artiste, talent de facilitateur, talent de chaman. Moi, il m'a été donné le talent de chaman. Donc c'est ce talent que je développe, mais c'est pas plus qu'un autre, quoi. Comment, est-ce qu'on peut s'auto-proclamer chaman et sinon, qui peut nous dire qu'on est chaman? Ah bah ça, c'est la vraie question, parce que dans toutes les traditions autochtones, on ne s'auto-proclame jamais chaman, ça n'existe pas. On nous reconnaît chaman, ça n'a rien à voir avec le médecin. Le médecin, il a fait 7 ans d'études, il est tamponné, tchac, il est médecin, c'est la fait. Ok, mais on peut pas nous se dire je suis chaman. Ce qui est particulier, c'est d'autres chamans, c'est les anciens qui observent un enfant, qui le voient et qui se disent tiens, lui, il est chaman, ça veut dire qu'il a la vocation de ça. Donc il va rentrer au cours préparatoire, et puis au cours primaire, et puis au cours secondaire, et puis au lycée, à l'université pour devenir chaman. C'est ça qui se passe. Ou alors même des fois un adulte, où on va se dire, tiens, lui, il a cette capacité. Moi, aujourd'hui, j'ai mis très longtemps à me présenter comme chaman. Je me présentais comme praticien en chamanisme. Et c'est vraiment quand je suis allé en Mongolie, et que j'ai fait la rencontre des chamans mongols, où ils m'ont dit, maintenant, voilà, arrête de rigoler avec ça, tu es chaman, et c'est important que parce qu'ils ont eu des rêves par rapport à ça, parce qu'ils ont vu. Et moi, j'avais beaucoup de réticence, même au début, quand on m'a dit ça. C'est grand-mère Chinji Sayengat, qui en Mongolie m'a reconnu, a reconnu ma lignée, m'a parlé de mes ancêtres depuis le XIIe siècle jusqu'à mes parents, en n'oubliant personne. Elle m'a raconté toute l'histoire et elle m'a dit, voilà, maintenant tes ancêtres te demandent de relayer, donc d'incorporer leur message. Et sur le coup, j'ai dit, ouais, je vais réfléchir. Parce que j'avais pas du tout envie de faire ça. J'avais assez, quoi. Et puis elle m'a dit, mais c'est pas une question, ça va commencer demain. Et tes ancêtres vont commencer. Et si tu le fais pas, tu risques d'avoir ce qu'on appelle la maladie du chaman, c'est-à-dire, voilà, une des chamanes qui m'a initié, elle a eu 17 accidents de voiture. Et à chaque fois, elle refusait. Elle disait non, je veux pas être chamane. Et puis elle avait encore un accident de voiture. Le dernier accident de voiture, elle était piétonne, elle marchait sur le trottoir. Une voiture a quitté la route, elle a fait un truc d'1 mètre, pouf, elle est tombée, elle s'est cassé la jambe. Et là, elle s'est dit, ok, c'est bon, je vais devenir chamane, je vais commencer. Non, c'est pas un truc qu'on se fait. On rigole pas avec ça. On peut pas se dire, ok, je vais être chamane, ça va faire bien sur ma carte de visite. C'est pas un jeu. Ça veut dire qu'on accepte, on prend une décision qui nous amène jusqu'à notre dernier souffle, d'aider le monde des esprits et d'être un intermédiaire. Voilà, à partir d'une vocation. Moi, ma vocation, c'est de transmettre au grand public ce monde-là. Mais on rigole pas avec ça, quoi. On peut en rigoler, si, mais c'est profond, c'est sérieux en même temps.
Et qu'est-ce que le chamanisme est censé apporter justement à nos sociétés occidentales? Nos sociétés occidentales qui sont, quand, je vais, que ce soit en Mongolie ou dans tous ces régulièrement, ils me disent: «Mais vous êtes drôles les occidentaux. Vous êtes en train de détruire vos ressources, hein, les ressources de pollution des mers, de la terre, des airs. Vous êtes capables d'inventer des appareils pour mesurer à quelle vitesse vous détruisez vos ressources et quand vous avez terminé le calcul, vous accélérez». Donc, on ne vous comprend pas. Donc oui, le monde occidental, on est à la fin d'un cycle, c'est vraiment l'effondrement d'un système. Et on le voit, le système de santé s'effondre, système financier, politique, écologie, tout s'effondre parce que on n'a pas tenu compte de l'équilibre du monde. Les chamans sont là pour nous rappeler que on est de passage sur la Terre. La Terre, elle a 4 milliards et demi d'années, hein, et nous, notre civilisation, l'histoire du XXe siècle, à l'image de l'humanité, ça représente une demi-seconde à l'image d'une semaine. Voilà, l'histoire, si on prend 4 milliards et demi d'années, ça correspond à une semaine. Nous, notre histoire du XXe siècle, ça correspond à une demi-seconde. Donc, on n'est rien par rapport à ça. Et on a juste besoin de prendre notre juste place sur la Terre. On est, voilà, on est tant de milliards sur la Terre, on a chacun un rôle, une fonction, et on a besoin d'être des gardiens de la Terre, de prendre soin de cette Terre. Aujourd'hui, on envoie on envoie des fusées, des vaisseaux sur la Lune, sur Mars, en se disant, mais on peut peut-être vivre sur Mars. Ben, c'est super, mais on peut déjà vivre sur la Terre. On a tout ce qu'il faut, on a une planète, il y a de l'eau potable. Il y a un équilibre, on est à 20 degrés, 25 degrés, on peut y vivre. Il y a la photosynthèse des arbres qui nous nourrissent. Un pépin de pomme, ça donne 150 kilos de pommes. On peut déjà commencer à faire ça plutôt que de partir sur Mars ou sur la Lune ou que sais-je. C'est dingue. Mais tu comprends que moi, en tant que humaine, occidentale, je me sens complètement dépassée, par exemple, par rapport à ces, problèmes de dérèglement climatique, de biodiversité qui s'écroule, puisque je suis pas à la tête, en fait, des grandes entreprises qui prennent les décisions ou des grands chefs d'État qui prennent les décisions. Moi, je suis juste une petite humaine. Alors qu'est-ce que je peux faire? Déjà, ne pas se sentir impuissant, ça c'est la première chose. Ne pas se sentir coupable. Parce qu'on peut se dire: «Ah oui, c'est notre génération qui a fait ça» et ne pas se sentir seul. Parce que individuellement, chacun est conscient de ça. Chacun est conscient que, voilà, en 40 ans, par exemple, on a exterminé 60-70 des insectes et de la biodiversité des sols. On peut se dire: «Oui, moi, j'ai pas un amour particulier pour les vers de terre», d'accord, mais sans lombric, la terre devient sèche, on peut plus vivre enfin, c'est tous les scientifiques le disent. On est tous conscients, c'est même pas seulement le réchauffement climatique, c'est tout l'empoisonnement de la terre, de la mer et des airs. Et malgré ça, on continue à accélérer. Pourtant, moi, je continue à croire, je continue à rester optimiste en disant, on a eu quand on regarde l'histoire de l'humanité, si on a eu le siècle des Lumières, c'est bien parce qu'on a eu un siècle de l'obscurantisme avant, avec des pensées qui étaient fermées. Là, aujourd'hui, on est dans une forme d'obscurantisme et il y a une lumière qui est en train de naître, mais elle fait pas beaucoup de bruit, elle fait moins de bruit que les grands événements médiatiques qu'on nous met en avant, mais il y a une prise de conscience aujourd'hui, de plus en plus d'hommes et de femmes prennent conscience que le monde est en train de changer. Mais comment je fais pour, justement ne pas me sentir impuissante? J'ai l'impression que mes actions à moi toute seule, je me dis que c'est ça le rôle du chaman aussi, c'est de nous remettre en lien avec le reste des règnes sur terre. Heu, de s de se rappeler justement de l'harmonie, de cet équilibre fragile que l'homme, a oublié en fait, enfin qu'une partie de l'humanité a oublié. Je me sens dépassée. Je me sens dépassée quand j'entends des chiffres comme 60-70 de la biodiversité qui a disparu, qui s'écroule. Je me sens dépassée. Je me dis: «C'est pas en triant mes poubelles et en mangeant bio que je vais réussir à changer des choses», tu vois? Et pourtant, et pourtant, les 2 excès, le premier c'est de se sentir impuissant et le deuxième c'est de vouloir se sentir hyper puissant en disant: «On va tous se mettre ensemble et on va manifester, on va sortir dans la rue». Non, on a juste besoin de faire notre part.
C'est ça l'humilité. L'humilité, ça vient du mus, de la terre. Faire notre part, hein, c'est la légende du colibri que Pierre Rabhi a raconté. Chacun fait sa part. Et donc, c'est pas forcément aller. Oui, être sensible, on peut changer les choses. Comment? En s'informant, déjà. En s'informant vraiment. Pas seulement sur les médias alternatifs, mais en s'informant. C'est quoi un arbre? C'est quoi la vie d'un arbre? C'est quoi? Comment on peut s'informer? En regardant vivre les animaux, bien évidemment, en observant comment ils vivent, en prenant conscience, en devenant plus sensible. On n'a pas besoin, en fait, d'être plus intelligent intellectuellement. On a besoin d'être plus sensible au vivant. Et quand on devient plus sensible au vivant, on fait notre part, notre vie change. On consomme plus pareil, on se déplace plus pareil, on mange plus pareil, on ne vit plus pareil, on ne rend plus hommage pareil. Et petit à petit, on devient inspirant. Mais ça nous demande de changer le monde à notre niveau. Et ça se fabrique pas, cette sensibilité. Tu l'as ou tu l'as pas. Tu crois pas? Des fois, tu ne l'as pas du tout, et puis à un moment donné, tu as un choc. Tu te casses une patte, tu tombes d'un échafaudage, tu perds un proche dans un accident, tu perds ton fils dans un truc, et d'un seul coup, tu te dis waouh, qu'est-ce qui se passe? Hein. C'est le Dalai Lama qui dit les êtres vivants, les êtres humains vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir, puis meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. Et nous, on vit tout le temps comme si on n'allait jamais mourir. Et à un moment donné, il y a un choc, il y a un truc qui se passe, on perd quelqu'un, on perd un proche, on a un accident, on apprend qu'on a un cancer et on se dit mais attends, la vie c'est qu'est-ce que je fais? Et là, on va commencer vraiment à se remettre en question, là, on va commencer à changer. Mais le changement, soit il se fait dans la douceur, soit il se fait dans la douleur, mais c'est très rare de passer une vie, ça peut arriver pour certains, mais de passer une vie sans à un moment donné qui est vraiment une prise de conscience comme ça, toujours une prise de conscience qu'il y a, au bon moment, au moment juste. Tu penses que toi, en tant que chaman, et que les chamans de cette terre participent justement à cet éveil? Quotidiennement, quotidiennement, on fait notre part, chacun à notre façon, pas plus, pas moins. Aujourd'hui, on a besoin, d'activistes pour dénoncer les scandales sanitaires, on a besoin de philosophes pour nous redonner l'espoir, on a besoin de thérapeutes, on a besoin de poètes, d'artistes, parce que sinon ça devient très très ennuyeux la vie. On a besoin de musiciens, on a besoin de scientifiques qui étudient l'évolution des sorts et on a besoin de chamans qui et chacun fait sa part et si on œuvre ensemble, moi je suis vraiment pour une intelligence intégrative. On a aujourd'hui une connaissance, si je prends la médecine par exemple, on a une connaissance magnifique de la chirurgie. Aujourd'hui, on se fait renverser avec un robot en intelligence artificielle. Ils vont faire des trucs réparés en chirurgie magnifiques. Et à côté de ça, on a des gens qui se traînent des zonas depuis des années, qui se traînent de l'eczéma, qui se traînent des quintes de toux sans savoir pourquoi. Ben, les chamans, ça, ils sont très doués pour ça. Hein. Donc, est-ce qu'on peut intégrer l'intelligence des chamans, l'intelligence de la chirurgie moderne, l'intelligence de la médecine égyptienne, de la médecine énergétique, de la médecine des lieux, par exemple, la géobiologie, ça existe, le feng shui, ça existe, les empereurs chinois ont bâti leur empire en s'appuyant sur l'énergie. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui, moi je ne crois pas en l'énergie, sinon ça veut dire qu'on n'est pas scientifique, on est juste borné. C'est comme quelqu'un qui serait, moi je ne crois pas que j'ai des voisins. Mais tu as regardé de la part, non, je ne crois pas que j'ai des voisins. Donc soyons curieux, sortons de chez nous, lisons, intéressons-nous, cultivons-nous dans cette dimension et étudions ce qui existe. On ne pourra pas tout étudier, mais c'est fascinant de découvrir l'être humain aujourd'hui. C'est pour ça que cette période est magnifique. Il y a tellement, on a un accès aujourd'hui aussi bien à des enseignements millénaires. T'imagines, aujourd'hui, on peut avoir accès à des moines tibétains, à des lamas tibétains. Il y a 60 ans, personne n'était allé au Tibet. Personne n'était allé en Amazonie, personne n'était. Aujourd'hui, on peut dans une même année recevoir des livres, et étudier des livres de lama tibétain, comprendre la médecine. C'est une période magnifique. Donc cultivons-nous, restons pas, soyons curieux, la vie est courte. Un des outils, des chamans, c'est le tambour. Est-ce que tu peux, nous expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne? Surtout que j'imagine qu'il y a des personnes qui peuvent regarder ce podcast et ne même pas savoir en fait, qu'un des outils des chamans, c'est le tambour. Est-ce que tu peux nous Ouais. expliquer à quoi ça ressemble et à quoi ça sert surtout?
Oui, parce qu'il y a beaucoup d'instruments de musique et le tambour chamanique, ce qu'on appelle le tambour chamanique, qui est un tambour, voilà 40, 50, 60 centimètres pour les plus, des fois ils font 1 mètre en Mongolie. C'est un tambour qu'on tient de la main gauche, qu'on bat de la main droite et qui va nous permettre de c'est pas un instrument de musique, c'est un instrument qui, permet d'unifier les battements du tambour, les battements du cœur et les battements de la terre. Donc ça nous met dans un si je voulais expliquer de façon très, très scientifique, par exemple, on pourrait dire que nous, on a des ondes dans le cerveau, ça n'importe quel scientifique le sait, peut le comprendre. On est en onde bêta ou en onde alpha ou en onde θ ou en onde gamma qui correspond à des impulses du cerveau. Et plus on est dans des ondes larges, c'est-à-dire en onde, plus on quitte les ondes bêta pour aller en onde alpha ou en onde θ, plus on va avoir, c'est l'espace des rêves, c'est l'espace de la méditation, c'est l'espace de la visualisation. Et le tambour nous aide à rentrer dans ces ondes-là, avec un rythme très particulier qui s'étudie, qui se travaille pour mettre le cerveau, pour mettre l'esprit dans une réceptivité qui nous permet d'avoir accès à d'autres informations qui ne sont pas des informations qui passent par le mental. Donc ça peut être pour des régressions, avoir des mémoires de vie passée, avoir des explications par rapport à des situations. Ça peut être pour développer la transe, mais la transe, c'est pas une fin en soi, c'est pareil, hein, c'est juste des passages pour développer notre conscience. Le rôle du chaman, il ouvre sa conscience. Et il y a plein de façons d'ouvrir sa conscience, hein. Les moines tibétains utilisent la méditation, les chamans d'Amazonie utilisent les plantes, l'ayahuasca, au Pérou, ils vont utiliser d'autres plantes, on va utiliser l'iboga, on va utiliser le San Pedro, on va utiliser chez nous aussi, hein, on pourrait en parler, mais ça ouvrirait. Mais on a nos mémoires aussi avec les champignons qui sont des champignons de guérison. Tiens, posez-vous la question, ceux qui étaient à Noël avec la bûche, hein, la prochaine fois que vous irez chez votre boulanger en demandant une bûche de Noël, posez-lui la question, tiens, comment ça se fait? Il y a le Père Noël, d'accord. Il y a le sapin de Noël, d'accord. Pourquoi il y a des amanites tumouches sur sur la bûche? C'est des champignons entéogènes, c'est-à-dire des champignons qui permettent la vision. Et ça, c'est intéressant parce que c'est l'un des derniers symboles druidiques qui reste sur les bûches. Tout le monde l'a oublié. Donc on a aussi notre mémoire là. Et le tambour, lui, il permet de ne pas passer par des plantes et d'ouvrir notre conscience de façon, j'allais dire naturelle. Les plantes sont naturelles aussi, mais ça nous permet de rentrer dans un autre état de réceptivité ou de conscience, comme on a le rêve, mais là, c'est un rêve éveillé. C'est pour ça qu'on appelle les chamans les voyageurs immobiles, parce qu'ils font des grands voyages tout en restant ici. Est-ce que tu peux rentrer en lien avec des esprits lorsque tu joues du tambour? Ah bah oui, bien sûr, quotidiennement. Plus on va devenir sensible, plus on va percevoir des présences, des entités, des esprits, que ce soit des esprits de défunts, des esprits de lieux. Partout où on va, on le sent d'ailleurs, c'est très intéressant, même quand on arrive dans un lieu, quand on rentre dans une forêt. Souvent, j'amène des groupes en forêt, et puis on se dit, tiens, qu'est-ce que vous sentez? Ah, là, j'ai pas envie d'y aller. Là, je sens comme un passage. Là, je sens que, au contraire, ça m'appelle. Là, ça me donne envie de rire. Là, ça m'invite à l'introspection. Et naturellement, je fais remarquer, je vous ai remarqué, là, ça fait 10 minutes, personne dit un mot. Et puis là, dès qu'on a passé ce cap-là, tout le monde se met à parler. Pourquoi? Simplement parce qu'on n'a pas la même perception. Donc, le tambour va nous aider à rentrer en lien avec différents règnes. Le chamanisme parle des 3 mondes, les mondes du bas, les mondes du haut, les mondes du milieu. C'est quoi le monde du bas? Monde du bas, c'est les mondes, on pourrait dire les mondes d'où on vient, les mondes des racines, donc tout ce qui vient de la terre, mais tout ce qui vient de notre généalogie, les mémoires ancestrales, les mémoires. Qu'est-ce qui fait, par exemple, que dans une famille, on a des mémoires d'abus sexuels, d'abus de maladies, de faillites, de trucs qu'on va retrouver comme ça, même des fois de façon inconsciente, et même des fois sur des générations, après des générations. Je pense à une femme que j'avais en stage comme ça. Et la femme avait perdu la vue. Elle était aveugle à 95%. Et à un moment donné, je fais le tambour et puis je vois son arrière-grand-père que je vois qui se fait les yeux comme ça. Et je lui pose la question directement, je dis, qu'est-ce que ton arrière-grand-père a vu qu'il n'aurait jamais dû voir? Et la femme prend comme ça, elle se prend 3 secondes et me dit: «Ah, il nous répétait toujours ça, parce qu'il a fait la guerre des tranchées, il a vu son frère sauter sur un obus devant lui et il se mettait la main en disant: "Je n'aurais jamais dû voir"».
dû voir ça. Mon frère sauter sur un... Et c'était le drame, bien sûr, de sa vie, comme ont vécu beaucoup de gens Donc quand pendant la tu dis guerre. que tu vois l'arrière-grand-père, on Moi, est je d'accord, l'avais c'est en les yeux vision, fermés c'était pendant. les, voilà, je l'avais en flash. Et quand j'ai dit ça, donc cette femme était aveugle et son arrière-grand-père avait dit je n'aurais jamais dû. Là, on est dans la mémoire, la psychogénéalogie. Il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à ça aujourd'hui par les constellations familiales et d'autres. Euh, Beaucoup de gens se sont intéressés à ça. C'est toutes les mémoires, c'est tout ce qu'on traîne, aussi bien de notre psychogénéalogie que de nos vies passées, que de nos vieilles empreintes, toutes nos mémoires. Les mondes du haut, c'est les mondes auxquels on aspire, le monde des anges, les archanges, les guides ascensionnés, et nous on est dans le monde du milieu. On a les pieds comme un arbre, on a les racines dans la terre, on reçoit l'énergie de nos ancêtres, les mémoires de nos ancêtres, la mémoire de nos vies passées, on aspire à être des êtres divins, et en attendant, on est des êtres humains avec ces deux aspirations. C'est pour ça que ce rôle-là est magnifique, parce que oui, on a les mémoires qui sont lourdes des fois de nos familles, de nos aïeux, de nos ancêtres. On aspire en même temps à la lumière, c'est notre vocation, et nous, on est entre les deux. On est dans la densité du corps et l'émerveillement de l'esprit. C'est magnifique. Et tu crois qu'on peut aussi être en lien avec des esprits dits négatifs? Mais on est en lien de toute façon dans la journée. Aujourd'hui, on peut passer la journée ici à Paris, on va rencontrer des gens très sympas, voilà, et une femme charmante qui m'a maquillé, une personne charmante qui m'a servi un café, des gens qui se sont intéressés, très ouverts. Puis il y a peut-être des râleurs qui vont dire, tu sais, qui vont me faire une queue de poisson. Il y a des gens, voilà, dans le monde, tout ce qui existe dans le monde invisible, ça existe dans le monde visible. Pourquoi ça serait différent? Mais du coup, par exemple, quand tu reçois des messages, qu'est-ce qui fait que tu distingues que c'est bienveillant ou Exactement de la même façon que quand une personne me dit: «Écoute Arnaud, tu devrais pas faire ça ou tu devrais faire ça», bah, je regarde de qui me donne le message. Est-ce que cette personne-là, elle a l'expertise, elle a l'expérience, elle a la lumière pour me dire ça? Oui, j'écoute son conseil. Mais si un type qui ne connaît rien me dit: «Fais pas de chamanisme», alors que et cetera, je vais dire: «Non, j'ai pas l'expérience pour». Quand je reçois un message dans l'invisible, c'est la même chose. Je ressens une vibration. Je me souviens de quand j'ai acheté le moulin, j'ai l'esprit de ma grand-mère qui était venue en me disant: «Faut pas faire ça, faut pas acheter comme ça». Et puis elle était tellement avare dans son quotidien et je lui dis: «Mais c'est toi qui me dis ça, mais est-ce que tu as aujourd'hui libéré complètement tes peurs par rapport à l'argent?» Elle me dit: «Non». Bah, je dis: «Bon, bah, alors laisse-moi investir là où j'ai envie elle était d'investir». vivante? Elle était non, non, elle était partie Ouais, depuis ouais. des années, non, non. Mais Donc c'était même étant partie, elle restait elle restait dans son avarice, dans dans son avarice-là, parce que des fois, on met plus de temps, comme pour les âmes. Donc, ce qui est, tu vois, souvent, les gens ont peur de l'invisible, parce qu'ils ont peur de la folie, ils ont peur de devenir fous, ou alors ils ont peur d'être attaqués par... Mais le monde visible est tout aussi, comment dire, puissant ou menaçant que le monde invisible. On peut aujourd'hui traverser Paris, se faire piquer son sac, comme on peut faire de belles rencontres magnifiques et rencontrer des gens superbes. Dans le monde invisible, c'est pareil. Donc on a besoin d'avoir pas la même peur, mais la même vigilance. Quand je me promène dans Paris, je suis vigilant, je suis ouvert à ce qui peut m'arriver. Puis je suis vigilant à ce qu'on me pique pas mon sac. Ça ne veut pas dire que j'ai peur. Mais dans le monde invisible, c'est pareil. Quand je rentre en transe, quand j'appelle mes ancêtres, je suis vigilant à qui me délivre un message pour garder bien les pieds sur terre. Ça, c'est un truc qui me tient à cœur. et ton entourage, quand tu deviens chaman, quand tu écris «Réveiller le chaman qui est en vous», tu dois avoir des gens très matérialistes dans ton entourage, dans ta famille. Bien sûr. Est-ce qu'il y en a qui te prennent pour un fou? Est-ce qu'il y en a qui te moquent ou qui se moquent de toi? Est-ce que ça t'arrive de te retrouver dans des situations sans avoir envie de prouver quoi que ce soit parce que tu as été très clair avec ça, où, on se moque littéralement de toi? Ça, sincèrement, ça ne m'arrive plus maintenant. En fait, plus je l'assume et plus ça fait partie de ma vie et plus j'ai la chance d'avoir une famille qui est très aimante. C'est-à-dire que même sans être, beaucoup ne comprennent pas très bien ce que je fais. Ils se disent: «Bon, il fait des trucs, ça lui fait du bien. Il a l'air de faire du bien au monde, tant mieux», mais ça les intéresse pas plus que ça. Mais moi, voilà, il y a des gens qui écoutent des musiques, ça me parle pas du tout, mais si ça les rend heureux, tant mieux. Les gens qui vont avoir des activités
moi me parle pas. Mais voilà, donc j'ai aujourd'hui, dans mes amis, il y a personne, je n'ai plus ces relations-là. J'avais ça au début, des gens qui se méfiaient, des gens qui critiquaient, des gens qui... Mais je crois vraiment que le regard de l'autre est un miroir du regard de soi. Et aujourd'hui, je me pose plus la question. Je prends ma douche le matin, c'est naturel. Des gens pourraient me dire, mais ça sert à rien. Moi, je sais que ça me fait du bien. Bah, je médite le matin, j'appelle les esprits, c'est pareil, quoi. Ce que disent les gens, ça n'a plus beaucoup d'incidence sur ce que je fais. On parle souvent dans le chamanisme d'animal totem. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et aussi à quoi ça sert? Ouais, on parle de totem, c'est un peu une mauvaise expression, c'est plus animal de pouvoir. Totem, c'est quand c'est collectif. Parce que dans les clans, on avait besoin de protection, donc on prenait, quand nos ancêtres devaient rentrer en guerre les uns contre les autres, c'était le clan des béliers, donc ils se mettaient tous avec les cornes de bélier sur le casque, et puis ils allaient affronter le clan des renards, qui mettait la queue du renard, quel sens de l'orientation, etc. Et on avait la force, et depuis le néolithique, on a retrouvé dans les grottes de Lascaux ailleurs, dans le fond des grottes, des peintures qui sont d'ailleurs, c'est intéressant, parce que quand ils peignaient, c'était pas pour décorer le salon, les animaux totems qu'ils peignaient, c'était vraiment en transe, dans les parties les plus reculées des grottes, qu'on avait des représentations d'animaux de totem et d'animaux de pouvoir. Et individuellement, c'est un animal de pouvoir. C'est-à-dire qu'on a tous, au moment de la naissance, différents guides qui se manifestent. On a un guide d'un ancêtre, on a un guide angélique, et puis on a un animal qui est un animal de pouvoir qui correspond à une vibration qu'on a besoin de développer. Voilà. Donc celui qui, par exemple, peut avoir tendance à s'enflammer, à être très réactif, va peut-être avoir besoin de l'aigle pour prendre de la hauteur. Celui qui est très éthéré peut avoir besoin du sanglier pour prendre de la densité. Celui qui est très lourd peut avoir besoin du papillon pour avoir la légèreté. Celui qui est très cartésien peut avoir besoin du dauphin pour développer l'intuition, etc., etc. Celle qui a du mal à se mettre en avant peut avoir besoin du lion pour rayonner. Et chaque animal va nous apporter une qualité pour nous permettre de développer une qualité. Comment je fais pour connaître mon animal de Ça, pouvoir et comment je fais pour rentrer en lien avec lui et justement me servir de ce qu'il peut m'apporter? et comment on fait quand on rencontre une femme, qu'on sent une attirance pour savoir si c'est la femme de notre vie? Il faut, il faut prendre le temps de la rencontrer, il faut prendre le temps de... Puis on peut s'interroger en se disant, mais est-ce que c'est vraiment elle? Puis au bout d'un moment, à la fin de sa vie, on se dit, bah oui, c'était la femme de ma vie. C'est pareil pour les animaux. On peut avoir... nous, on aime bien se dire, moi, c'est quoi ton animal? Moi, j'aimerais bien avoir tel animal de pouvoir. Moi, c'est le guépard, moi, c'est la panthère noire. Ah, super. C'est assez rare qu'on se dise, moi, c'est la limace. En Mongolie, les animaux totems, des fois, c'est des animaux qui sont... je pense à un qui a le corbeau, un autre qui ont des animaux qui sont assez repoussants, un qui a des animaux qui nous donneraient pas envie d'être nous de choisir comme ça. Mais c'est pas nous qui choisissons, c'est vraiment le totem qui vient nous choisir, l'animal de pouvoir qui vient nous choisir. Et comment on le sait? Ça peut être une évidence. C'est-à-dire que des fois, depuis qu'on est gamin, on dessine des aigles ou des animaux comme ça et on sait que c'est lui. Des fois, on peut l'avoir en révélation, on peut l'avoir on peut l'avoir en vision, comme ça, spontanée. C'est assez rare qu'on nous le dise, ça peut arriver, mais moi, je suis assez prudent avec ça. Et des fois, ça peut être un objet qu'on va voir sur la route, mais de façon un peu récurrente. C'est-à-dire, on pose la question, et puis je regarde, et puis je vois un lion ici, alors que je me rappelle qu'on est à Lyon aujourd'hui. Et voilà, ça va, plus on va avoir de messages clairs. Donc, il y a plein de façons De rentrer en de lien avec... rentrer en lien. Et qu'est-ce qui peut nous apporter? Les qualités qu'il incarne, la légèreté, la souplesse, l'agilité, la profondeur, l'intelligence du cœur, l'intelligence, la capacité à vivre ensemble, etc. Mais Arnaud, moi, je me demande justement si mon animal totem, c'est l'aigle, moi qui suis très enflammée, justement, ce serait sans doute l'animal dont j'aurais le plus besoin. Comment je fais, si je ne suis pas chamane, pour justement rentrer en lien avec cet animal, avec sa sagesse, avec cette vision plus haute et d'ensemble que lui a? Comment je fais, en fait, concrètement, techniquement? Moi, je crois que c'est une relation, ça se construit à deux.
Et à un moment donné, c'est bien de pouvoir poser en disant: «OK, je crois vraiment sentir que c'est l'aigle et si jamais c'est toi qui m'accompagne, je te demande de m'envoyer des signes», par exemple. Et puis une fois que je vais avoir reçu quelques signes: «OK, j'aimerais que tu m'apprennes comment travailler avec toi». Et puis je peux m'entraîner avec ça, je peux visualiser l'aigle. On a besoin de travailler un peu, visualiser l'aigle, méditer, faire une visualisation. Qu'est-ce que m'évoque l'aigle? Moi, j'ai beaucoup, beaucoup observé les aigles, je les ai pour les comprendre, pour recevoir. Donc j'ai reçu des messages en rêve, en méditation, mais je suis allé les voir, je suis allé sentir ce que je ressentais en leur présence. Je travaillais avec leurs plumes, j'ai vraiment été en contact avec eux pour qu'ils m'apprennent en quoi ils peuvent m'aider. Et puis ensuite, il va y avoir une complicité, une collaboration, une coopération. Moi, je t'apporte ça parce que le monde invisible a besoin du monde visible, et le monde visible a besoin du monde invisible. Hein, si je demande aujourd'hui à mon ange gardien ou à mon animal totem de jouer de la musique, ben, c'est pas possible. Hein, si je demande allez, à l'archange Gabriel de jouer de la musique, c'est pas possible. Si je demande à Dieu de jouer de la musique, c'est pas possible. Par contre, moi, je peux prendre une guitare, je peux prendre une flûte et je peux me laisser touché par le divin en moi pour jouer. C'est en ça qu'on est magnifique. J'ai la possibilité de prendre quelqu'un dans les bras, de dire des mots qui font mal ou qui font du bien. J'ai la possibilité d'apaiser une situation ou de l'envenimer. J'ai la possibilité d'arracher une fleur ou d'en planter une, de donner à boire ou d'assoiffer. Et donc, on a un pouvoir incroyable. Et ce pouvoir, il est renforcé quand on est clair avec notre intention. Quelle est mon intention? Mon intention, elle est de contribuer à ce qu'il y ait plus de paix, plus d'amour dans le monde. Ok, je m'habite de cette intention. Et ensuite, je demande le soutien, comme je fais régulièrement, tous les jours, je demande le soutien de mes guides pour faire ce que j'ai à faire et pour être aidé, parce que à ce moment-là, la vie est très différente. Moi, il n'y a pas à chaque journée, quand je suis en difficulté, je dis voilà, même si je fais un entretien avec toi, je vais dire voilà, je demande à ce que mon verbe soit clair, je demande à ce que les informations me viennent, à ce que je puisse répondre aux questions en étant compris par le plus grand nombre. Je pose une intention, puis après je laisse faire. Alors on pourrait dire tu canalises, qui c'est que tu canalises? Non, ça parle à travers moi. Quand je joue de la flûte, est-ce que c'est le Mistral qui joue de la flûte? Est-ce que c'est le souffle de mon estomac, de mon abdomen, de mes poumons? Ça joue de la flûte. Et ben, nous, c'est pareil. On parle, on vit, ça vit à travers nous. C'est magnifique. Est-ce que tu crois en une force? Est-ce que tu crois en une force qui régit l'univers? Et si oui, comment est-ce que tu la définirais? C'est génial parce que dès qu'on va la définir, on peut, on va limiter. Hein, si je dis je crois à une force, donc ça veut dire que tu crois en Dieu. Hein, c'est Einstein qui disait donnez-moi la définition de Dieu, je vous dirai si j'y crois. Donc dire qu'il y a une force, bien évidemment, puisqu'il n'y a aucune cause qui ne produise d'un effet. Pour qu'il y ait une cause, il faut qu'il y ait un effet. Obligatoirement, c'est la loi de causalité. Si je plante une graine, ça va donner une fleur. Pour qu'il y ait un Big Bang, il n'y a pas rien avant. Il faut qu'il y ait des événements avant le Big Bang. Et quand on voit que le Big Bang donne, moi plus je découvre la nature, la Terre, plus je me dis, mais cette Terre, quand on prend le temps de la connaître, quand on prend le temps de voir le fonctionnement des végétaux, des animaux, la corrélation, la complémentarité entre les abeilles, les iris, les roses, il y a une espèce d'intelligence, mais qui est au-delà, même le corps humain. Quand la femme attend son bébé, elle n'est pas à se dire, alors attends, je vais d'abord commencer par les pieds, non, je vais commencer par le cœur, non, on va commencer par le cerveau, ça sera mieux. Ça se fait à travers lui. Et le bébé lui-même n'a pas besoin d'eux. Et à un moment donné, 9 mois plus tard, tchac, il y a un être qui est déjà capable de se redresser, qui va bientôt être capable de parler, de marcher. On regarde ça, c'est juste. Moi, j'ai des souvenirs de la naissance, enfin pas la naissance, à la conception de ma fille, quand je me disais, mais elle mesure la tête d'une taille d'épingle. Et déjà, elle existe. Et la question, c'est, elle était où avant? Et je ne peux pas me dire, il n'y avait rien avant, c'est impossible. Il y a obligatoirement une cause et un effet. Donc il y a obligatoirement, donc on revient avant. Alors il y a eu une intention. Oui, cette intention, elle vient d'où? Et donc, oui, il y a une force. Et cette force, appelons-la l'amour, puisque de toute façon, tout part de ça. C'est parce qu'on va être dans cette énergie, les deux forces aujourd'hui, qui sont les deux forces qui régissent le monde, c'est l'amour, et c'est pas la haine, c'est la peur. C'est plus on a d'amour, moins on a de peur. Et plus on a de peur,
moins on a d'amour. Donc la seule chose à faire, c'est de cultiver l'amour, qui est pas un amour je t'aime parce que tu m'as dit des choses gentilles. C'est je t'aime parce que j'aime la vie et j'aime comme aime un chien, quand je vois les chiens aimer les humains, quand je vois les chats suivre les humains, quand je vois les végétaux, les minéraux. Enfin, soyons dans cet amour puisque c'est ce qui donne la vie naturellement. Est-ce que tu crois que c'est la réponse justement à la peur dominante? Parce qu'on est quand même dans une société qui a peur. Alors à la fois, ces peurs sont fondées puisqu'on vit quand même une époque particulière avec un effondrement de la biodiversité, de l'économie, de la fertilité, de beaucoup de choses. Mais il y a aussi, heu, une immense angoisse en fait qui habite, l'humain. Elle semble même grandissante. Donc pour toi, d'abord, qu'est-ce que c'est la réponse à ça? Et ensuite, ce serait quoi les outils pour nous aider justement? La seule réponse, c'est une évidence, il y en a pas d'autre, c'est l'amour et c'est la seule qu'on n'a pas essayée. Vraiment. Et tout ce qu'on a essayé face au drame qu'on vit, parce que souvent j'entends: «Ah mais tu te prends pour les bisounours, voilà, faut être réaliste, le monde est dur, le monde est dur». Si on croit que le monde est dur, le monde va le devenir. On passe notre temps à interpréter en permanence à partir de notre histoire et toutes même les problèmes qu'on vit aujourd'hui, de tout ce qu'on vit, on essaye encore de les résoudre par la tête plutôt que de les résoudre par le cœur. Quand on voit les attentats qu'il y a eu à Paris, immédiatement après ces drames, que ce soit le Bataclan, le Stade de France, etc., qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après ces attentats? On est choqué au cœur, on a peur, et tout de suite après la peur, il y a un mouvement d'amour. D'un seul coup, tout le monde ouvrait sa porte à tout le monde. Tout le monde mettait des bougies sur les fenêtres en disant: il y a autre chose, ouvrons-nous. Moi, j'ai fait un séminaire pour des dirigeants, des chefs d'entreprise. J'avais 14 gaillards, des types qui sont des dirigeants de grosses entreprises françaises. Je les ai eus le lendemain du Stade de France en stage. Et qu'est-ce qu'on a fait? On s'est pris dans les bras, on a passé presque une heure sans pouvoir se lâcher. Et on s'est dit, OK, il va se passer autre chose, il y a un autre monde qui va naître parce que on a eu tellement peur, on a tellement été touchés que on va repartir. Et puis, on est reparti un peu après le Stade de France, il y a eu une espèce d'ouverture des cœurs, et puis c'est reparti. Puis il y a eu le Covid, puis on s'est dit, après le Covid, on va réaliser quand même qu'il faut changer quelque chose. Et puis on est reparti. Alors on a peut-être besoin encore d'un coup un peu plus grand pour se dire il n'y a pas d'autre réponse. Il n'y a pas d'autre réponse. Sinon ça se saurait. Sinon les pays riches et industriels seraient heureux et les pays d'Afrique ou d'Asie les plus pauvres seraient malheureux. Ce n'est pas vrai. J'ai assez voyagé dans ma vie pour m'amuser pendant des soirées entières avec des gens qui n'avaient rien mais qui avaient une richesse spirituelle et je me suis assez ennuyé dans des pays occidentaux avec des gens qui avaient tout et qui passaient leur temps à se plaindre et à critiquer celui qui avait plus ou celui qui avait moins. Donc, bien évidemment que la seule réponse qu'on n'a pas portée, c'est le cœur. Et ce cœur, c'est pas je t'aime, tu es beau, tu es belle, c'est se dire pourquoi j'ai si peur? Pourquoi j'ai si peur? Et d'introspecter, on peut même le faire à la façon d'un scientifique. Pourquoi j'ai peur? J'ai peur qu'il me... Non, j'ai pas peur de l'événement. J'ai peur de l'histoire que je me raconte. Donc j'ai peur, je me fais peur moi-même, je me raconte, parce que je ne suis pas dans le présent, parce que je suis attaché au passé, parce que je me projette dans le futur. Mais si je fais l'expérience du présent, dans le présent, il n'y a pas de peur. Il y a juste une peur de se dire, mais si ça ne durait pas? Et s'il y a... Non, là, tout de suite, tout de suite, tout de suite, quand il y a... Vis l'expérience de la peur, même l'expérience de la peur, immédiatement après, il y a de l'amour. Mais c'est une peur émotion, c'est pas une peur sentiment qui va durer pendant beaucoup plus longtemps et qui va nous coller au basque comme de la boue. Est-ce que tu as un protocole pour ramener justement, pour redescendre dans le cœur? Un protocole simple que tu pourrais partager? Tellement simple de respirer profondément. Et il n'y en a pas d'autre, de respirer profondément. À chaque fois que j'ai peur, mon plexus se bloque. Et à chaque fois que je respire profondément, j'inspire sur 5 secondes. Je retiens 2, j'expire sur 5 secondes, je retiens 2. Mon cœur se détend, mon plexus se détend, mes épaules se détendent et la peur disparaît. C'est instantané. Magnifique. C'est quoi tes protocoles, enfin tes rituels à toi, ce que tu pratiques, pour, justement garder le cap, garder l'équilibre, rester aligné? Il y a, il y a une méditation que je fais tous les matins, c'est de me dire: «Si aujourd'hui était le dernier jour, qu'est-ce que je changerais?» Et à partir de là, je regarde est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce que je m'apprête à faire? Et si j'ai pas envie, je le fais pas.
Si je suis venu, si aujourd'hui était la dernière journée, je serais très content d'être là. Parce que je me suis posé la question, parce qu'on ne sait pas si c'est pas le dernier jour. J'ai perdu assez de membres de ma famille et d'amis proches qui sont partis alors que je devais déjeuner avec eux le lendemain et qui sont partis sans prévenir pour savoir que la vie tient qu'à un fil et que si on n'a pas cette conscience que la vie est tellement précieuse, c'est ça qui est incroyable. Si je disais, voilà, j'ai amené avec moi, j'ai des petites piles, des petites pilules, hein, les 10 premiers qui appellent, c'est des pilules d'immortalité qui nous permettent de vivre jusqu'à 280 ans. Qui la veut? 280 ans, pas sûr. Hein, non, on n'a pas envie. Ok, et si je dis tu vas mourir demain, tiens, je sors un pot. Non, je veux pas non plus. Donc on veut cette vie-là. On veut être mortel et en même temps conscient que quelque chose de plus grand est là. Il y a des gens qui veulent être immortels. Oui, Il y a même une bon, humanité oui, qui oui, travaille c'est vrai, c'est vrai, à c'est vrai. C'est l'immortalité, vrai, mais qui c'est une, aimerait mais c'est, l'atteindre. mais c'est une. Quand je regarde ça, c'est exactement la même chose que de vouloir aller sur Mars ou la Terre. On est déjà immortel. Notre âme est déjà immortelle. À quel intérêt de créer un corps bionique pour se dire on va vivre 200 ans de plus? C'est quel intérêt? Et comment tu définirais, toi, ton rapport à la mort et ton rapport à ta propre mort, avec justement cette spiritualité qui t'accompagne? Moi, je m'y prépare chaque jour. Je m'y prépare chaque jour en me rappelant que de toute façon, c'est un fait, à un moment donné, je devrais partir. Et qu'est-ce qui peut me freiner à ce moment-là? C'est l'attachement, c'est la colère et c'est l'ignorance. C'est les trois freins au moment du passage. L'attachement, je fais en sorte d'apprendre à vivre en me détachant. Ça ne veut pas dire que je m'attache pas, ça veut dire que j'apprends à me détacher quand quelque chose est fini, quand dans mes relations, etc. J'apprends à vivre en étant détaché. Parce que c'est, voilà, j'apprends à gérer ma colère, à ne plus me mettre en colère pour des choses qui, voilà, donc je me mets très très rarement en colère, ça m'arrive quasiment plus. Et l'ignorance, qui n'est pas l'intelligence intellectuelle, c'est de reconnaître notre vraie nature, qui est une nature. Et ça, moi, je me prépare à ma mort en permanence sur ces trois voies-là. Laisser passer la colère de plus en plus, être détaché de plus en plus. Quand je quitte le moulin de Beaupré où je vis en Bourgogne, je me dis un jour je le quitterai définitivement, celui-là ou un autre. Quand je quitte une personne que j'aime, avec qui j'ai déjeuné, tu sais, je me dis voilà, je la prends dans les bras, puis je me dis un jour je lui dirai au revoir vraiment. Ça me permet en fait c'est pas morbide du tout. Au contraire, ça me permet d'être beaucoup plus vivant. Tu vois, quand je vais dans le désert, j'amène des groupes des fois et puis on regarde le lever du soleil le matin et tout le monde est là, on voit le lever du soleil, on se dit ah, c'est beau, c'est beau. Ah, je voyais même plus comment le soleil c'était beau, c'est magnifique. Je vois les gens qui pleurent à chaudes larmes devant le soleil qui apparaît derrière la dune. Puis, oh, magnifique, on passe un temps de méditation, ok. Lendemain, on retourne voir le soleil. Ah oui, 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 c'est beau, ah, c'est super, ah, c'est magnifique. Troisième jour, on retourne voir le soleil. Encore. Et là, ça y est, le monde ne manque pas de merveilles, il manque d'émerveillement, de capacité à nous émerveiller. Si on s'émerveille plus devant un lever de soleil, si on s'émerveille plus devant le fait que je peux boire de l'eau et que ça réhydrate mon corps, si on s'émerveille plus devant une coccinelle qui monte sur une arbre, une fleur qui s'ouvre, devant un sourire de quelqu'un qui nous... À ce moment-là, on a perdu notre vitalité. Hein. Et j'étais complètement avec toi. Quand tu parles de partir, de la mort, comme d'un départ, tu penses qu'on part où? J'ai beaucoup de mal même à dire il est mort. Hein. Dans beaucoup de traditions, ce mot-là n'existe pas. Chez les Uniquin, on dit en Amazonie, on dit il est né au ciel. Dans d'autres, chez les Tibétains, on dit qu'il a quitté son corps. Et pour moi, la mort n'existe pas. C'est une certitude. Le corps physique, à un moment donné, lui, il a fini comme une vieille voiture. Mais l'âme continue. Elle va continuer à apprendre. Qu'est-ce qu'elle a appris de cette existence? Elle va capitaliser tout ça pour renaître une nouvelle fois et revenir dans le cercle du samsara, c'est ce que nous apprennent les bouddhistes, revenir dans le cercle du samsara jusqu'au moment où on se rend compte que tout ça est une grande illusion. Et alors, on n'a plus aucune raison de venir sur la Terre. On peut vivre comme pur esprit parce qu'on est sorti du samsara, on est sorti de l'illusion. Hein. La vie est comme un grand rêve. Et souvent, on se réveille le matin, on se dit « Ouh là là, je rêvais que j'étais là en Californie, je montais sur un cheval. » Et maintenant, c'est un rêve. Allez, on revient à la réalité. À la fin de la vie, après le dernier souffle, à environ 1 minute 40 après le dernier souffle, une fois que le cerveau n'est plus oxygéné en glucose, une fois qu'il n'y a plus d'activité cérébrale, à ce moment-là, la pure conscience peut s'ouvrir parce que
on est allégé de tout le fonctionnement mental et donc on peut voir le monde pour ce qu'il est. C'est ça que nous enseigne le Bouddha, on voit le monde au-delà de toute l'illusion. C'est ce qui nous arrive au moment du dernier souffle et on peut s'entraîner, se préparer à le faire de notre vivant. C'est ça le challenge. On vient d'un monde de la cinquième dimension, on vient qui n'est pas dans la dualité et nous on est ici dans la dualité. On est contraint à l'espace, hein, tu es ici ou tu es trop loin ou tu es plus loin, si tu veux venir, il faut prendre le train ou l'avion. On est contraint au temps, hein, j'ai 1 heure, j'ai 2 heures, il est midi moins le quart, et on est dans cette réalité-là. Et en même temps, on est dans une autre réalité qui est l'immensité, mais c'est magnifique. En même temps. En même temps, en même temps. Et quand on prend conscience de ce en même temps, on voit plus les gens pareils. Si on regarde chacun en se disant j'arrête de voir, ça demande, c'est juste quelque chose, vous pouvez vous amuser à faire. Vous regardez quelqu'un, et puis vous regardez dans les yeux, puis vous allez au-delà de la personnalité. Et d'un seul coup, vous pouvez avoir, soit pas seulement voir quelque chose, mais sentir. Moi, j'ai fait des expériences qu'on appelle simplement eye contact, regarder l'autre dans les yeux et sentir simplement qu'il y a quelque chose de plus grand. Mais j'ai tous les groupes qui partent en larmes au bout d'1 minute 30, qui partent en larmes en se disant mais mon Dieu, je commence à voir la beauté du cœur, de se rendre compte qu'on n'est pas séparés. On n'est pas séparés parce qu'au niveau des âmes, on est tous en lien, comme les vagues d'un même océan, comme les piliers d'un même temple. On est tous connectés ensemble. Et comme on a cette connexion ensemble, on l'oublie. Parce que la personnalité, on se dit, moi je suis un homme, toi tu es une femme, moi je suis Arnaud Rioux, toi tu es Audrey Dana, lui c'est machin, elle c'est un machin, elle c'est truc. Et on passe notre temps à se définir en oubliant qu'on est les vagues d'un même océan ou les arbres d'une même forêt. Elles te viennent d'où ces convictions de la vie après la mort, de cette minute 10 où après la mort où on devient pure conscience, enfin après le départ de la conscience? Ça te vient d'où? C'est des enseignements? C'est un instinct? C'est quoi? C'est des intuitions qui ont été confirmées au fil des années, au fil des décennies, par des expériences, par des enseignements. Et je me suis rendu compte, j'ai passé 15 ans avec les maîtres tibétains, j'ai passé une dizaine d'années avec les chamans, j'ai passé beaucoup de temps à étudier, à lire, j'ai passé beaucoup de temps en méditation, et je me rends compte que tous disent la même chose. La conscience, tout se regroupe quelque part. Ça prend d'autres mots, mais qu'on s'intéresse, c'est pour ça que je dis soyons curieux, qu'on s'intéresse à la sagesse égyptienne, qu'on s'intéresse au bouddhisme tibétain, au chamanisme mongol, qu'on s'intéresse au druidisme, on va se rendre compte que tous disent la même chose, avec des mots différents, avec des représentations différentes, mais tous disent la même chose et visent à la même... on n'emprunte pas les mêmes voies. Mais on va vers le même endroit qui est la libération. On aspire tous à la libération. Et on est comme dans un film où des fois, le personnage se prend pour le personnage et il oublie que c'est un acteur. On joue un rôle. Moi, je joue le rôle d'un chaman aujourd'hui. Mais je vais peut-être jouer d'autres rôles dans d'autres vies et j'en jouerai d'autres dans d'autres vies. Même dans cette vie-là. Je jouerai peut-être aujourd'hui, je suis chaman parce que je pratique ça. Si demain je me consacre à mon jardin, je deviendrai jardinier. Et quand je cuisine, je suis cuisinier et je suis auteur quand j'écris des livres. Mais on est tout et on est en fait là où on pose notre conscience. Quelle est la chose la plus extraordinaire qui te soit arrivée? Il y a tellement de... Ce qui est magnifique, c'est que plus ça va, plus c'est des petites choses. C'est-à-dire que tu m'aurais posé la question il y a 10 ans, je t'aurais dit, je vais rencontrer un grand maître tibétain, etc. Et là, la chose la plus extraordinaire, c'est que j'ai écouté un merle en forêt. Et j'ai écouté les différents chants du merle. Et je me suis après, vraiment, je suis très, très sensible à cet oiseau-là. Et le merle, il a des chants qui sont différents, c'est-à-dire que en fait, c'est le protecteur des forêts. Il est capable, quand il chante, de prévenir les autres oiseaux et les autres mammifères qu'il y a un intrus, un renard, etc. Et il donne sa position en chantant, il donne sa position pour dire attention, il y a un renard qui est ici, à 50 mètres de moi, à l'est, et il avance à tel pas. Donc il donne sa position pour prévenir les autres oiseaux. Mais quand c'est un rapace qui vient, le rapace, il risque, donc il ne faut pas qu'il donne sa position. Donc il a un autre chant pour prévenir du rapace qu'il va projeter sur un arbre et l'arbre le renvoie aux autres animaux. Quand j'écoute ça, donc maintenant quand j'écoute un merle, je me dis waouh, ce petit oiseau noir qu'on aurait pu passer 1000 fois sans le voir, tiens, piaf,
si on prend le temps de se dire qu'est-ce qu'il fait? Il a capté qu'il y a un intrus, il est en train de signaler qu'il y a un intrus, ou alors il va chanter, il a un autre chant qui est juste pour sa nature, pour contribuer à la pousse des bourgeons, pour permettre qu'il y ait plus d'insectes. Donc oui, les choses les plus naturelles, c'est quand en ce moment je passe beaucoup de temps avec les oiseaux chez moi parce ils ont un peu froid et c'est un bonheur dès que je médite avec eux. Je les sens j'ai beaucoup d'oiseaux en Bourgogne et ça c'est l'une des choses qui me ravit le plus. Quelle est la chose la plus inracontable qui te soit arrivée? Irracontable. C'est-à-dire, tellement étrange ou farfelue ou mystique que tu pourrais presque pas la partager sans prendre le risque d'être pris pour un fou? Ah, mais si c'est pas racontable, je peux pas le raconter. Si, ici, tu as le droit. Ici, mais tu sais, j'ai passé tellement d'années avec les maîtres tibétains faut lire La vie des maîtres, ce livre magnifique où on voit les expériences de lamas qui ont fait l'expérience de dépasser la matière, de dépasser le temps, de dépasser des êtres qui, par exemple, ne mangent plus, ne boivent plus. Moi, j'ai accompagné des lamas qui ne mangeaient plus, ne buvaient plus depuis des années. Hein, et n'importe quel médecin va dire: «Ah si, ils buvaient», parce que non, 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 ils buvaient plus. Moi, j'ai passé des mois avec eux, je voyais, ils buvaient pas. Ils disaient: «Non, non, uniquement le prana». Ça ne veut pas dire que c'est accessible à tout le monde. Ça veut dire que c'est une possibilité de l'être humain qui nous inspire. Et tu vois, si j'ai envie de raconter une histoire, je peux la raconter, celle-là. Mais c'était justement où j'allais au Tibet, et puis je rêvais de rencontrer un grand lama qui puisse, dans sa grotte, me dire, etc. Puis arrivé là-bas, je rencontre un grand yogi qui me reçoit, etc. Et puis il était dans sa grotte. Je m'attendais, comme j'avais marché des heures et des heures pour aller à sa rencontre, je m'attendais à recevoir un enseignement mystique très profond. Et donc, il y avait un moine qui faisait la traduction, donc j'explique ma situation. Voilà, il m'arrive, j'ai tel problème, j'ai telle chose, et j'aimerais avoir une pratique spirituelle, ésotérique, parce que je crois que j'ai quand même quelques dons, mais j'aimerais avoir, etc. Et donc je parle ça, puis le lama, il buvait puis de temps en temps, il demande au moine qu'est-ce qu'il dit, le français, puis le moine répond en une phrase, il fait du bruit avec sa bouche, quelque chose comme ça. Et à un moment donné, le yogi me fait signe, il me dit: «Ok». Et puis il me prend son front contre mon front, il me pose comme ça, et il me dit: «Just be like a kid». Hein, et moi je me dis: «C'est ça le mantra, just be like a kid, just be like a kid». Hein, sois juste comme un enfant, laisse-toi t'émerveiller. Et d'un seul coup, je suis parti de là, sur le coup, m'attendant à recevoir une super pratique ésotérique. Et aujourd'hui, 20 ans après, je me dis: «Mais quel cadeau j'ai eu de pouvoir». Je crois que, tu sais, on dit, et tu es artiste, on dit: «Une artiste, c'est un enfant qui a survécu». Et pour moi, un chaman, c'est un enfant qui a survécu. Donc je crois avoir la chance d'être un chaman parce que mon enfant intérieur reste toujours aussi pétillant et toujours aussi naïf et à même de réinventer ce monde. Ah, magnifique. Et je vais juste terminer l'interview en te posant cette question. Si tu avais, même si quelque part tu viens déjà d'y répondre, mais voyons, si tu avais une chose à laisser à l'humanité, seulement une chose, un message, un geste, ce serait quoi? C'est le rire qui me vient. C'est le rire qui me vient, c'est la joie qui me vient, parce que j'ai cette phrase de Gustave Thibon qui me rappelle à l'oreille: «Tout ce qui n'est pas de l'éternité retrouvée est du temps perdu».